Bonjour Jean-Louis Bourlanges. Bonjour. Vous êtes député MoDem des Hauts-de-Seine et vous êtes un observateur attentif de la vie politique, membre de la majorité présidentielle. Membre de la majorité, au nom du MoDem. Et vous avez sûrement un regard sur ce qui s'est produit hier, c'est-à-dire la démission de Jean-Paul Delevoye. Est-ce qu'il fallait qu'il parte? Écoutez, je crois que Jean-Paul est un parfait honnête homme. Il est évident que son maintien au gouvernement, avec les omissions, le défaut d'information dont il a été à la fois l'auteur et la victime, rendait extrêmement difficile la poursuite de son travail. Je pense que ça doit être très, très difficile pour lui, après avoir consacré tant d'années à préparer, tant d'efforts à préparer cette réforme. Je pense qu'il a fait un choix courageux. Bon, c'est un joli requiem, mais enfin tout de même, il avait fait une grave erreur, continuer à recevoir un salaire tout en ayant un rang de ministre. Apparemment. Ce qui est absolument strictement apparemment. Je pense que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est parce que la haute autorité lui a dit que c'était possible? Je n'en sais rien. Je crois d'ailleurs que c'est une affaire qu'il regarde à partir du moment où il fragilise la majorité, le gouvernement? Écoutez, je pense que c'était certainement le meilleur connaisseur de cela. Ça donne quand même une espèce, moi qui suis très réservé sur cette réforme, ça donne quand même l'impression que on a pendant 2 ans accumulé tout un ensemble d'informations, de contacts, etc., qui ne servent rigoureusement à rien. Mais il est notoire qu'il n'était pas d'accord avec. Oui, il a une équipe. Enfin, c'était lui. C'est un homme de dialogue. Il est notoire qu'il n'était pas d'accord avec le Premier ministre. Et donc, de ce point de vue-là, ça clarifie les choses. Sauf que rien n'est clarifié non plus, parce qu'on ne sait pas du tout si l'option qui est celle du Premier ministre, qui est de tenir en principe sur la question de l'âge, la question de l'âge d'équilibre, l'âge pivot, les 64 ans, si ce sera maintenu ou pas. Donc on reste dans l'incertitude, mais l'incertitude n'est plus au sein du gouvernement. Je crois que ça veut dire que le Premier ministre n'a plus à discuter de cette affaire au sein des pouvoirs publics qu'avec le président de la République. La majorité, vous ferez partie de ceux qui sont, vous disiez, réservés par rapport à cette réforme? Oh oui, moi, d'un bout à l'autre. J'ai été réservé dès la campagne législative. Ça n'a pas été au centre de la campagne législative. Je me suis bien gardé de l'aborder devant mes électeurs parce que je n'étais pas vraiment d'accord avec l'idée, non pas d'une réforme systémique, ça pouvait se discuter et ça présente des avantages, bien que je ne sois pas un fanatique de la réforme par points, mais j'étais tout à fait inquiet de l'abandon de ce qu'on appelle le paramétrique, c'est-à-dire l'idée toute simple que les Français doivent travailler un peu plus longtemps comme l'ensemble des Européens. Oui, mais alors quand vous dites quelque chose en campagne électorale et que vous faites le contraire 2 ans après... Le gouvernement dit que les conditions ont changé, le Conseil d'orientation des retraites, le corps a révélé des chiffres qui n'étaient pas prévus. Non, alors ça, c'est vraiment... Ça, c'est factuellement exact. Oui, mais c'est factuellement exact. Mais enfin, c'était pas quand même compliqué de savoir que, compte tenu de l'évolution de la population active, il fallait travailler plus longtemps si on voulait que le système soit équilibré, sans baisse des pensions et sans augmentation massive des cotisations. C'est quand même ça le paysage. On ne se cache pas derrière des propos d'experts. Le corps dit quelque chose qui est tout simple. Alors, il analyse ça année après année. Il est plus précis. Mais en revanche, sur la question... on revient, oui, mais c'est quand même très difficile d'avoir le choix entre le respect des engagements présidentiels sans les limites d'âge, c'est-à-dire sans ce qui devrait être le cœur de la réforme, ou alors le respect des engagements présidentiels, avec une réforme qui alors va coûter un pognon de dingue, comme dirait le président de la République, et va manquer l'objectif central, qui est d'adapter le temps de travail des Français à celui de l'ensemble de ses concurrents européens. C'est-à-dire que vous faites le présupposé dans cette hypothèse que le gouvernement ne tiendra pas sur l'âge d'équilibre? J'ai évoqué les deux choses. Dans cette hypothèse-là, je pense que si le gouvernement veut aboutir, il faudra sans doute qu'il abandonne, peut-être pas totalement, mais très largement, la question d'âge. Et alors là, vraiment, je trouve que c'est l'anti-réforme à l'état pur. Ouais. On a une réforme on a un problème. La réforme, ça sert à régler un problème. Le problème, c'est d'équilibrer à long terme, financièrement, le régime de retraite. Et donc de travailler plus longtemps. S'il n'y a pas de clause H, on ne travaille pas plus longtemps. Et si on fait une réforme qui coûte, avec des choses très utiles d'ailleurs, qui coûtent de l'argent, moi j'aurais...
spontanément, j'aurais mis au cœur de l'objectif le problème de l'âge. Et ensuite, j'aurais dit, on va faire des choses pour le faire passer. Il y avait des tas de choses à faire sur l'activité des seniors, sur la détaxation, la diminution, par exemple, des cotisations sociales pour les entreprises employant des seniors, sur la formation des seniors, sur effectivement le travail des femmes. On pouvait, et ça c'est très légitime, passer d'une manière ou d'une autre, créer un minimum de retraite à 1 000 € par mois. Tout ça était tout à fait possible, mais il fallait bien voir que le cœur de cible, ça devait être d'allonger la durée, enfin retarder le passage à la retraite. Dans cette affaire et dans ce bras de fer avec le gouvernement, Laurent Berger a un rôle particulier. Il accepte la réforme sur la retraite à points. Il refuse la réforme dite paramétrique, c'est-à-dire le recul de l'âge de la retraite. Il est comme les Français. Il est comme les Français. Il a raison. Il prend tout ce qui est dans le fossé bon pour le soldat. Ouais. Et quand ça coûte, quand ça demande un effort, on est contre. C'est une attitude tout à fait normale de la part de syndicalistes. Il est anormal qu'on soit... Il ne va pas faire quelque chose qui est contraire à l'intérêt de ses mandants. Mais c'est quand même pas l'équation d'un gouvernement. Donc il a tort, selon vous, de soutenir, de contester cette réforme sur l'âge. Mais il a tort, oui, enfin moi je crois effectivement que il a tort. J'en sais rien. Tout le monde dit que si la réforme doit aboutir, ça passera pas. Ça correspond à ce que pense l'opinion. Mais il rappelle le président à ses engagements initiaux. Et de ce point de vue-là, il a moralement raison. Mais les engagements économiques et sociaux, la responsabilité économique et sociale, conduit plutôt à prendre l'option qui a été jusqu'à présent défendue par le Premier ministre. Moralement raison, factuellement tort. Factuellement, je ne sais pas, économiquement tort. Économiquement tort. Il faut une pause à Noël, pause des grévistes, il faut remettre les trains en route. De toute façon, il est évident qu'il faudrait que tout le monde s'arrête de s'arrêter. Que les gens se remettent à circuler, se remettent au travail. Mais là, il y a aussi un truc, une réforme aussi massive, aussi anxiogène, que ce système de points, il faut bien voir que c'est un système à la fois qui donne tout le pouvoir au gouvernement, donc c'est du despotisme éclairé, si je puis dire. Ça concentre, ça déprofessionnalise toutes les retraites, et ça rend une incertitude profonde. Avec le système de points qui est intelligent, hein, mais vous ne savez pas où sera l'équilibre entre les cotisations, les prestations. Le gouvernement affirme qu'il y aura une règle d'or sur la valeur du point. Oui, une règle d'or, enfin écoutez, oui, M. Darmanin a dit dans Le Monde l'autre jour, dans le journal du dimanche l'autre jour, que le gouvernement pourrait changer le point, mais qu'il ne le fera pas. Mais on verra, mais enfin le principe des points, c'est que ça doit bouger. La règle d'or, c'est quoi ? Est-ce que vous augmentez les cotisations ? Est-ce que vous baissez la valeur du point ? Comment vous arbitrez la durée ? Ça renvoie, c'est ça qui est très anxiogène. Et puis, très franchement, c'est une réforme où on voit qu'un million d'enseignants, personne ne pense en France et en Europe et dans l'OCDE que les enseignants français sont des privilégiés. Ce sont les principales victimes du système. Alors on dit on va compenser, on ne sait pas comment. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça me fait penser à la définition du mariage par Oscar Wilde. Vous savez, Oscar Wilde disait le mariage... Il n'était pas un spécialiste. Non, mais si, il était marié, des enfants, et il était et il disait justement le mariage, ça consiste à faire face ensemble à des problèmes qu'on n'aurait pas eu séparément. Eh bien, toutes ces réformes, toutes ces modifications qu'on propose, ça consiste à gérer ensemble les conséquences de quelque chose qu'on n'aurait pas eu si on ne s'était pas lancé dans cette aventure. Le gouvernement joue la bataille de l'opinion. Est-ce que vous pensez que c'est un bon combat ? Mais le gouvernement, il joue, je ne sais pas s'il joue, le gouvernement, il a des principes, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et il estime que sa réforme est équitable, et elle l'est. Elle a des tas d'inconvénients, elle est très intempestive, parce qu'un an après les Gilets jaunes, après le début des Gilets jaunes, c'était pas le moment d'infliger, mais il ne joue pas. Alors l'opinion, on voit très bien comment elle est très agacée par les blocages, et très inquiète de la réforme. Et en même temps, elle est assez inquiète d'une partie de la réforme. Donc l'arbitrage se fera d'une manière ou d'une autre, le plus tôt sera le mieux. Un mot, vous êtes membre du MoDem, François Bayrou a été mis en examen, sa carrière est finie ? Non, j'espère qu'elle n'est pas finie. Ce que je crois, si vous voulez, c'est que la mise en examen de nos jours, c'est un pavillon qui couvre les marchandises les plus diverses. Je crois que personne, notamment pas les juges, d'après ce que j'ai compris, ne peut constater un manquement à la probité de la part des dirigeants du MoDem. Il y a une querelle d'interprétation fondée sur les assistants parlementaires sur les assistants parlementaires, savoir quelle est l'extension
non pas du domaine de la lutte, mais du domaine de la coopération d'un assistant parlementaire par rapport à son parlementaire. Moi, j'ai toujours pensé, je ne sais pas si c'est conforme à la réglementation actuelle du Parlement européen, qu'un assistant devait aider le parlementaire dans son institution, devait aider le parlementaire dans sa circonscription et devait aider le parlementaire dans son parti, parce qu'un parlementaire, il est à la confluence de ces trois engagements. Ces trois ensembles, comme on dit en mathématiques. Merci, Jean-Louis Bourlanges.